Vous allez bien? Oui. Vous êtes bien? Oui. Super. Bon, super. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, quand ça ne va pas. Mais moi, quand je me sens triste, ou quand je me sens tellement impuissante face à des injustices qui me prennent aux tripes, ou encore quand je suis complètement découragée parce qu'on ne va pas y arriver. On n'y arrivera pas, là, c'est foutu. Je me demande même à quoi ça sert, là, toute cette énergie que je mets dans ces luttes, ces causes perdues d'avance. On ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Bref, quand je suis dans cet état d'esprit, moi, j'enfile mes bottes en caoutchouc. Et je pars me promener en forêt. Parce que le fait de se mettre en action, ça oxygène les muscles, mais ça oxygène aussi les pensées, les émotions. Et puis j'ai remarqué que dès que j'entre en forêt, je suis émerveillée. Je suis émerveillée par la diversité que le vivant exprime sous toutes ses formes, ses couleurs, ses textures. Waouh, tant de créativité, moi ça me met en joie. Et puis il y a un autre truc aussi qui me fait du bien quand je marche en forêt, c'est quand je tombe sur un gros arbre, comme celui-ci. Waouh, un ceiba pintandra, incroyable. Alors le ceiba pintandra, on le reconnaît bien, hein. Vous pouvez voir ses racines immenses, ses contreforts, pardon, ses racines traçantes, son tronc qui pousse bien droit, avec son écorce lisse. J'adore la couleur, suivant la lumière, des fois on dirait qu'il est en métal. Et puis on le reconnaît surtout, le ceiba pintandra, parce que sur son tronc, il y a plein d'épines coniques. Il est très très beau celui-ci, il est très grand. Et je me demande s'il est en fleurs ou pas, j'arrive pas à voir tellement il est haut. Parce qu'en fait, le ceiba pintandra, il ne met pas toute son énergie pour faire des fleurs exubérantes. Non, il fait des fleurs complètement insignifiantes. Ce qui fait que quand il est en fleurs, il n'a pas une seule feuille. Comme ça, il est sûr que la moindre bestiole qui passe va pouvoir se coller un petit peu de pollen sur les plumes, sur les poils. Donc lui, son énergie, il la met dans le parfum de ses fleurs. C'est avec ça qu'il attire ses pollinisateurs, qui sont les chauves-souris. Et quand il est pollinisé, eh bien, ça va donner naissance à des fruits, des capsules oblongues, comme ça de 10 à 30 cm. Et quand le fruit est mûr, il explose et il laisse apparaître une fibre végétale blanche, des boules de fibres végétales blanches, à l'intérieur desquelles il y a les graines. Et ça me redonne de la force. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour donner naissance à un arbre. Alors, je dirais que celui-ci, il mesure à peu près 50 mètres de haut. Mais en Afrique, les ceibas peuvent mesurer jusqu'à 70 mètres de haut. Et puis, ces boules de fibres végétales blanches vont être dispersées par le vent. Et c'est comme ça que vont naître plein d'autres arbres fromagers. Puisque le ceiba pintandra est aussi l'arbre fromager. Il est magnifique. Il y a un autre truc qui m'arrive aussi quand je marche en forêt, c'est que régulièrement, je suis traversée par des réflexions qui m'amènent toujours à cette conclusion: le monde végétal est peuplé de créatures qui nous sont supérieurement intelligentes. Je m'explique. Les premières traces de végétaux terrestres remontent à 500 millions d'années. Les premières traces des premiers hominidés, les premiers grands singes, nos lointains cousins, remontent à 20 millions d'années. Ça veut dire que le monde végétal a eu 480 millions d'années de plus que nous pour se développer, pour élaborer des stratégies, pour faire des erreurs, pour revenir dessus, pour s'adapter à des conditions extrêmes. Bref, le monde végétal a eu 480 millions d'années de plus que nous pour évoluer. On est sous-évolué donc. Et ça me rassure. Disons que ça explique pas mal de trucs, quoi. Ouais. Je me dis que peut-être on est dans cette période de notre évolution, en fait, où on est en train d'apprendre de nos erreurs. Et ça me redonne un petit peu de courage. Du coup, moi, quand je reviens d'une balade en forêt, j'ai récupéré de la joie, de la force, du courage et de l'énergie. Je peux rentrer chez moi. Et repartir au combat. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, je m'appelle Laetitia, je vis en Guyane, et depuis un petit peu moins de 10 ans, je milite pour, attention, changer le monde.
la peine d'applaudir, ça marche pas. Ça marche pas comme je voudrais, en tout cas. Alors quand je vous dis que ça fait un peu moins de 10 ans que j'essaie de changer le monde, c'est pas vrai. Ça fait beaucoup plus longtemps. Moi, j'ai même été écolo. Ouais, j'ai voté en 1997, en 1995, 2005, non, 2002, 2007, j'en oublie les dates. J'ai voté au premier tour des élections présidentielles pour le candidat écolo. Alors à l'époque, ça s'appelait Les Verts. Alors en 1997, le résultat des Verts aux élections présidentielles était inférieur à 2%. J'ai réalisé qu'en fait, c'était à peu près le même score que celui qu'avait obtenu le premier candidat aux élections présidentielles, le premier candidat écolo en 1974. Donc en 30 ans, je veux dire, écolo, rien n'a bougé. Et pour changer le monde, écolo, ça va pas le faire. Du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté écolo et puis j'ai tenté un autre truc, j'ai tenté l'égologie. Alors l'égologie, c'est un terme que j'emprunte à une autrice qui s'appelle Aude Vidal, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Écologie, égologie, individualisme et course au bonheur. Alors être égolo, c'est quoi? Ben, moi, quand j'étais égolo, je pensais que si je faisais mes courses avec un tote bag, que si je privilégiais les circuits courts, si je limitais mes déplacements, si je m'habillais, m'équipais en seconde main, bref, si j'avais conscience que ma carte bancaire avait plus de poids que ma carte d'électeur, j'allais réussir à changer le monde. J'allais réussir à changer le monde si j'étais une bonne éco-citoyenne, que je triais bien mes déchets. Ouais. Bon, alors cette idéologie, je veux dire, elle n'a pas eu juste, elle s'est pas répandue juste dans un petit milieu de bobos, hein. C'est mondial le truc. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce documentaire, ce film documentaire de Colin Serrault. Ça s'appelait Désordre local, solution locale pour un désordre global. Plus récemment, il y a eu le film de Mélanie Laurent et Cyril Dion, Demain, dans lequel on voit bien que c'est partout sur la planète qu'il y a des individus qui essaient de changer le monde. Ça fait 20 ans que ça dure. Vous voyez le changement? Vous le sentez? Je ne parle pas du changement climatique, hein, je parle du changement. Plus le pire là-dedans, c'est que pendant qu'on est de plus en plus nombreux à s'agiter, à faire notre part de colibri dans la société, la réalité du monde, c'est quoi? Le vivant, les écosystèmes, les conditions sociales de base de la vie des humains sont détruites, attaquées, menacées, et ça s'accélère. Donc égolo, ça marche pas. L'égologie, ça marche pas non plus. Du coup, j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté mes petits gestes, hein. Je me suis pas mise à balancer du plastique dans les océans, genre génial. Non, je continue mes petits gestes. Mais j'ai arrêté de penser que c'était comme ça que j'allais changer le monde. Donc écolo, ça marche pas, égolo, ça marche pas. Je sais pas, si je dois me définir aujourd'hui, je dirais que je suis peut-être comme Frédéric Lordon, éco-furieuse. Alors Frédéric Lordon, il propose éco-furieux en opposition à ce concept médiatique qu'on appelle l'éco-anxiété. Parce que c'est vrai que si vous êtes anxieux, le conseil qu'on va vous donner, c'est prenez un Lexomil, mettez-vous dans votre canapé, changez-vous les idées, mais ne changez pas le monde. Éco-furieuse, éco-furieuse. Ouais. En vrai, je suis surtout furieuse. Mais bien furieuse, quoi. Furieuse, comme elle le définit Hannah Arendt. On devient furieux quand on a de bonnes raisons de penser que les choses pourraient être différentes, que les choses pourraient être changées, mais que rien n'est fait dans ce sens. Pourtant, je suis convaincue qu'on est super nombreux à avoir envie de changer les choses, non? Ouais. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à faire peuple? Pourquoi on n'y arrive pas? Ben, si je suis devant vous ce soir, si j'ai eu besoin de faire cette conférence gesticulée, c'est que j'ai eu besoin de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire peuple en Guyane, mais ici aussi. Et j'ai eu l'intuition que j'allais trouver des réponses à travers ce mouvement d'écologie politique qui s'appelle l'écologie décoloniale.
Et donc ce soir, je vais vous partager ces pistes de réflexion suite à mes lectures. Ça va? Super. Super. Oui. Je vais prendre un coup pour fêter ça. Je regarde mes notes en même temps. On t'assure à fond. Merci. Le micro peut-être. Je le remets un peu. Est-ce que ça va là? Quand tu bouges en fait surtout. Voilà. Ouais, ça aussi. Qu'est-ce que je disais? Moi, j'ai eu, j'ai eu ce sentiment de fureur. Là, je me suis rendu compte que j'étais furieuse et que j'avais ce besoin de passer à l'action pour changer le monde. J'en ai pris conscience alors que j'étais en train de fumer une cigarette à Bruxelles. Avec un verre. Alors, on est fin 2015. Ça fait déjà 3 ans que je travaille en Belgique. Je suis professeure de français langue étrangère. Je travaille aux institutions européennes. Je donne des cours de français à un public dont ce n'est pas la langue maternelle. Et je travaille aussi à l'Alliance française de Bruxelles-Europe. Alors, l'Alliance française de Bruxelles-Europe a des locaux en fait qui font l'angle de 2 avenues hyper passantes. Il est 10h du matin. Je suis en train de faire une pause café cigarette avec un collègue devant l'Alliance française. On est en train de discuter et tout d'un coup, je décroche complètement de notre conversation parce que je me mets à développer une espèce d'obsession pour le bruit de la circulation des voitures. Je tire une taffe sur ma cigarette et là, c'est comme si toutes les particules fines de tous les véhicules des 2 avenues me rentraient dans mon nez et se mettaient dans mes poumons. Là, je regarde mon collègue, je lui dis non mais ils sont en train de nous empoisonner là. Il faut faire un truc. Tous ces gens là qui vont bosser à l'Europe, qui décident de notre avenir là, ils sont en train de nous empoisonner. Il faut agir. Moi, je me verrais bien, je vais aller chercher un masque à gaz, je vais imprimer des tracts, je vais me mettre au feu là devant l'Alliance française et je vais tracter quoi. Ils se réveillent. J'ai mon collègue qui me regarde, il me dit ouais, tu sais Laetitia, si tu as envie de faire un truc pour tes poumons, peut-être arrêter de fumer, ça va être plus facile d'arrêter les voitures à Bruxelles. Tu vois. Ouais, il n'a pas tort. Mais en même temps, moi, je me dis, des fois, quand j'allume une cigarette en terrasse à Bruxelles et que ma fumée dérange les gens à côté, on imagine que c'est monsieur, dame qui sont dans les voitures, là, je suis sûre qu'il y en a un qui se lèvera et qui va me dire « Madame, fumez-tu votre comportement nuit à ma santé, je suis un fumeur passif. » Ouais, moi, à Bruxelles, je suis un piéton, quoi. Je suis un piéton, je prends les transports en commun, j'ai pas de voiture. J'ai pas réussi à arrêter le feu des voitures à Bruxelles, hein. Vous auriez été au courant. Non. Mais, par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à détester Bruxelles. J'ai commencé à détester vivre en ville, j'ai commencé à ne plus prendre de plaisir à marcher dans les rues. J'ai commencé à développer une haine pour les voitures. J'en suis allée même jusqu'à élaborer une stratégie, non pas une stratégie, une théorie selon laquelle si on est l'humanité, si elle est dans la merde actuelle dans laquelle nous sommes, c'est dû à l'invention de la roue. Du coup, je me suis dit, il est peut-être temps d'aller te mettre au vert, il est peut-être temps de quitter Bruxelles. Alors moi, si j'ai choisi d'être professeur de français langue étrangère, c'est parce que c'est un métier qu'on peut aller exercer partout dans le monde. Donc, j'ai commencé à regarder à nouveau les sites des offres d'emploi dédiés aux profs de FLE. C'est comme ça qu'on nous appelle. Et là, je tombe sur une offre d'emploi qui attire toute mon attention. Elle est publiée par le rectorat de Guyane. Ça donne ça. Le collège Ashmat Cartadinama, zone REP+, de Grand Sentier, commune isolée, recherche pour la rentrée 2016-2017 son référent réussite. Alors votre mission, blablabla, votre profil, blablabla. Bon, ça a l'air intéressant, mon profil correspond. Je me dis, je vais postuler. Bon, avant de postuler, je fais quand même des recherches sur la Guyane. Alors la Guyane, c'est le plus grand des départements français. Il est recouvert à 95% de forêt amazonienne. Quelqu'un qui veut se mettre au vert, mais c'est...
Je continue mes recherches. Qu'est-ce que c'est qu'une commune isolée? Une commune isolée, c'est une commune qui n'est accessible que par le fleuve et ou par les airs. Ah, il n'y a pas de route. C'est la providence. C'est la providence, cette offre. Du coup, je postule et je suis prise. Alors, le temps que je prépare mon départ de Bruxelles, je fais plein de recherches sur Grand Santi, et là, je tombe sur des photos incroyables. On voit un fleuve magnifique avec des enfants qui se baignent dedans, des hommes beaux et musclés qui sculptent des pirogues à même des troncs d'arbres, des femmes merveilleuses là avec des pagnes colorées, tout brodé à la main. Je regarde un petit peu les musiques et les danses traditionnelles. Oh là là, c'est plein de percussions. On croirait un village vacances du Club Med. Trop chouette. Donc, moi, en fait, quand je vais faire mon sac pour partir travailler en Guyane, ça m'a donné ça. Alors, je vais prendre mes jumelles, le guide des oiseaux d'Amérique du Sud, maillot de bain, crème solaire. Enfin, j'exagère un peu, mais je pars travailler, quoi. J'exagère un peu, mais c'est ça. En plus, moi, je suis arrivée à Grand Santi en pirogue. Ah ouais, le paradis, la carte postale continue. Magnifique. On est parti de Saint-Laurent-du-Maroni. On a descendu le fleuve aux frontières. Alors le Maroni, il fait la frontière avec le Suriname. On a remonté le fleuve en fait pendant 7-8 heures pour arriver à Grand Santi. Magnifique. Alors, le paradis, la carte postale, le truc. Super. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous me croyez si je vous dis j'ai réussi à remonter un fleuve à main nue? Non. La Guyane, personne ne vous croira. Vous avez bien raison de ne pas me croire parce qu'en fait, cette phrase, elle est issue d'une campagne de communication du comité du tourisme de Guyane. C'est une campagne de communication qui a eu lieu entre 2000 et 2004 et qui s'appelle « La Guyane, personne ne vous croira ». Alors il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'une dizaine d'affiches qui représentent des cartes postales. Des cartes postales de la Guyane. Sur chacune d'elles, il y a un message qu'un touriste métropolitain aurait pu écrire pour raconter ses vacances en Guyane. Et après, c'est estampillé, la Guyane, personne ne vous croira. Et pourquoi la Guyane a eu besoin de communiquer sur son territoire? C'est en fait qu'il y a une concurrence déloyale entre départements d'outre-mer en matière de tourisme. Parce que les Français de métropole ont un peu tendance à aller passer leurs vacances en Martinique ou en Guadeloupe. Ça ne leur vient pas à l'idée d'aller en Guyane. Donc, il a fallu faire de la Guyane un paradis, mais un paradis vert. Et je vais paraphraser le président du comité du tourisme de Guyane qui explique que pour déclencher l'acte d'achat par les Cayennes, il faut mettre en avant le produit Guyane. Et le produit Guyane, il se décline en 4 sous-produits. Qui sont d'après vous? Qu'est-ce qui peut donner envie de venir en Guyane? La forêt. Les animaux. La biodiversité. Les fleuves. Le fleuve. L'or? Alors l'or, oui aussi. Et le spatial. Et le spatial. Ça, ce sont les 4 sous-produits qui peuvent attirer les touristes. Eh bien, ça a bien marché cette campagne de communication parce que le flux touristique a augmenté de 47% suite à cette campagne. Et moi, je meurs d'envie de vous décrire la carte postale qui met en avant le sous-produit fleuve, parce que je vous rappelle que je viens de faire 7-8 heures de pirogue pour arriver à Grand Santi. Donc, la carte postale, elle est ainsi, c'est une photo. Au premier plan, vous avez la largeur d'un fleuve, ses méandres. Il y a un point de fuite sur l'horizon. Alors, toutes les rives, c'est bien entendu une forêt exubérante, l'Amazonie, avec au fond un ciel genre couché de soleil. Et puis en premier plan sur le fleuve, on voit une pirogue. Et à contre-jour, on peut voir sur la pirogue 2 hommes bushinangés. Alors les bushinangés, ce sont les noirs marrons. C'est-à-dire ce sont ces hommes et ces femmes du Suriname qui ont fui l'esclavage, qui sont venus se réfugier en forêt et qui ont créé des sociétés libres. Donc on voit 2 hommes bushinangés en train de suer sang et eau pour remonter un seau. Alors un seau en Guyane, c'est un rapide, à l'aide de leur takari. Le takari, c'est l'objet du piroguier.
Et là, donc, le touriste métropolitain d'écrire « J'ai réussi à remonter un fleuve à main nue. » Un aventurier. Bon, moi, mon analyse est la suivante. On voit quoi, en fait? Deux hommes noirs. Deux hommes noirs qui accomplissent un exploit physique. Le résultat de cet exploit est récupéré par un homme blanc pour son enrichissement personnel. Une belle allégorie du colonialisme. Waouh. Bon. Enfin, moi, quand j'arrive à Grand Sentier, j'en suis pas là du tout. Hein. Moi, j'ai des étoiles plein les yeux. Bon, j'ai un peu mal. 7-8 heures de pirogue, je peux vous dire qu'on s'en rappelle. Mais vraiment, c'est le paradis, c'est génial, j'adore. J'adore, c'est le paradis. Ça va pas durer. Ça va pas durer parce que je vais être très très rapidement confrontée à ce que Malcolm Ferdinand décrit comme un paradoxe qui est la base de la colonisation des Amériques. Alors Malcolm Ferdinand, il est ingénieur en environnement et il est également docteur en philosophie politique. Ça, c'est sa thèse de doctorat qui s'appelle « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Je vais beaucoup m'inspirer de ses recherches pendant toute cette conférence. Vous trouverez toutes les références bibliographiques à la fin, vous pourrez venir les voir, elles sont ici. D'accord ? Donc ce paradoxe que décrit Malcolm Ferdinand, c'est quoi? C'est en fait que nous, Français de métropole, nous fantasmons les territoires, les départements et les régions d'outre-mer comme étant des paradis. Des paradis dans lesquels la nature est sauvage, vierge de toute activité humaine, dans lesquels il y a des sociétés humaines qui ont des cultures variées, qui nous permettent d'enrichir notre patrimoine culturel français. Et en fait, ces paradis fantasmés par nous sont en réalité des enfers pour les populations locales. Pourquoi? Parce qu'en fait, les écosystèmes sont menacés en permanence par des projets dits de développement, et les sociétés humaines sont menacées par nos institutions. Et moi, à Grand Sentier, je vais travailler pour une institution, l'éducation nationale. Et je vais pouvoir voir comment une institution peut mettre la pression sur des sociétés humaines. Alors des sociétés humaines, on peut les définir sur plusieurs plans, notamment la structure sociale et familiale. À Grand Sentier, en fait, c'est un village qui a vu le jour en 1886, et c'est un village peuplé par des Djoukas, des Bushinangés. Et ces Djoukas, en fait, c'est une société matrilinéaire. C'est-à-dire que dans leur structure familiale, c'est l'oncle qui est le chargé de famille, qui est chargé de la transmission. Le père est juste un géniteur qui n'a pas vraiment de place dans la famille. Mais quand vous devez inscrire vos enfants à l'école, obtenir vos papiers, obtenir la CAF, vous êtes obligé de remplir des formulaires de l'état civil français, nom du père, de la mère. Et donc petit à petit, on a vu se transformer à Grand Sentier cette place du père qui commence à prendre plus d'importance dans la structure familiale. Alors je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est absolument pas jugeant, c'est juste une constatation. Une société humaine, elle se reconnaît aussi par les croyances qu'elle partage. Une société animiste qui pense qu'il y a des esprits dans la forêt, dans la nature, dans les animaux. Bon, ces croyances, elles ne sont pas tout à fait compatibles avec les programmes de sciences et vie de la Terre de l'éducation nationale. Ni d'ailleurs, c'est pas compatible non plus avec d'autres institutions qui sont de plus en plus nombreuses en Guyane, qui sont les églises. L'église catholique, l'église évangélique et les témoins de Jéhovah. Une société humaine, elle se définit aussi par sa culture. Et à Grand Sentier, c'est tout à fait culturellement admis qu'une femme soit torse nu. Et moi, je me rappelle, une fois, je suis avec un collègue, on part au collège, et il y a une collégienne à côté de nous qui a chaud. Donc du coup, elle se vante. Et nous, les deux en même temps, on la regarde, on lui dit même malheureuse que c'est malsain de montrer ses seins. Puis le dernier point sur quoi on peut mettre la pression dans une société humaine, c'est la langue. Moi, je suis prof de français langue étrangère, c'est pour ça que j'ai été embauchée. J'étais embauchée par l'Éducation nationale pour mettre la pression sur la langue de communication. Parce qu'en fait,
Grand Santi, c'est un village Djouka, peuplé par des Djouka, qui parlent Djouka. Le français, il est parlé à l'école et à l'église. Du coup, moi, je me retrouve un petit peu en difficulté parce que ma fiche de poste me demande de faire quelque chose que je ne peux pas faire. On me demande de faire du français de scolarisation. Le français de scolarisation, c'est quoi? C'est en fait, vous avez un établissement scolaire en France et vous allez intégrer petit à petit des élèves qu'on appelle allophones, qui sont de langue maternelle étrangère. Et à Grand Santi, c'est pas les élèves qui sont allophones, c'est l'école. Du coup, moi, j'explique à mon inspectrice à Cayenne, je lui envoie mail sur mail, je lui dis là, il faut restructurer tout l'établissement, parce qu'on ne peut pas faire de français de scolarisation dans ces conditions, il faut en faire une école de langue. On est en situation de français langue étrangère. Bon, je pense que j'ai dû l'énerver à un moment donné, parce que j'ai fini par être convoquée à Cayenne. Et ça a donné à peu près ça. Madame, il va falloir arrêter de penser que si ces élèves sont en difficulté, c'est dû à la particularité linguistique du territoire. Si ces élèves sont en difficulté, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants titulaires sur le fleuve. Et on est obligé de faire appel à des contractuels. Alors je vous une parenthèse, un contractuel c'est quoi? C'est depuis Sarkozy. Un contractuel c'est toute personne qui a une licence de maths, d'histoire, de ce que vous voulez, vous pouvez devenir prof. Et les contractuels, madame, entre nous, ne sont pas compétents. Puis je ne suis pas sûre qu'ils préparent leur cours, en fait. Donc votre mission à vous, c'est de les aider à préparer leur cours et à leur donner des petits outils pour qu'ils fassent du français langue étrangère dans leurs disciplines respectives. C'est bien compris? Ouais, c'est bien compris. Alors, moi j'ai côtoyé des enseignants contractuels pendant toute une année scolaire. Je peux vous dire que c'était loin d'être des tirs au flanc. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on sortait du boulot, le week-end, quand on se voyait, on était tous là à réfléchir, à se dire mais comment on va pouvoir faire pour aider ces enfants, ces élèves à obtenir au moins leur diplôme de fin de troisième. On se décarcassait, il faut absolument qu'ils obtiennent leur DNP pour pouvoir aller sur le littoral, chercher des qualifications, des compétences, des métiers, qu'ils aient un métier quoi. Il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution. Donc on s'est bien décarcassé la tête. Et puis, bon, c'est sûr que sur le lot des contractuels, il y en avait un ou deux qui étaient un petit peu fragiles, et je pense notamment à un collègue d'histoire géo que j'accompagnais dans la préparation de ses cours, qui venait me voir très souvent et qui me disait « J'en peux plus de ces gosses, j'en peux plus. J'arrive pas à les tenir 2 minutes assis, ils ont tous des troubles du comportement. En plus, je pense qu'ils ont des problèmes cognitifs parce qu'ils n'impriment pas. Depuis le début de l'année, je leur répète, la capitale de la France, c'est Paris. Ce matin, interro oral, c'est interro écrit, on n'y pense pas encore, il y en a la moitié qui ne savent pas écrire leur prénom. Donc, interro oral, la capitale de la France, c'est Cayenne. Exactement. Il y en a encore la moitié qui me répondent Cayenne. Je vais craquer. Alors moi, ça me fait sourire. Ça me fait sourire, ça me fait penser à ma mère. Coucou maman. Parce que ma mère, elle est née en 1952 à Rodizane, en Algérie. Et elle a quitté l'Algérie, elle avait 10 ans. C'était en quelle année? Mon côté prof, là. 62. 62, bravo. Et pourquoi? Faisait trop chaud. C'était l'indépendance de l'Algérie. Donc oui, ma mère est née en Algérie, et comme beaucoup de Français nés en Algérie, elle a dû quitter son pays natal en 1962 et retourner en France. Elle est donc pied noir. Et donc ma mère me racontait souvent qu'à l'école, elle était cancre. Et que surtout, en Algérie, elle avait vraiment du mal à suivre les cours, et notamment quand l'instit en histoire géo lui présentait une carte muette de France et qu'elle lui demandait de placer la capitale, elle restait muette devant la carte en se demandant où elle allait mettre Alger. Donc j'explique ça à mon collègue. Je lui dis, ça va, lève le pied. C'est déjà pas mal que ces enfants, ils savent que le chef-lieu de la Guyane, c'est Cayenne. Parce que leur réalité à ces enfants, c'est qu'ils traversent le fleuve, ils sont au Suriname. Ils connaissent mieux les villes du Suriname que les villes de France, normal. D'ailleurs, vous savez, qu'est-ce que c'est la capitale du Suriname? Ouais. Bravo. Paramaribo. Tout ça pour dire quoi? Oui, donc je dis à mon collègue, vas-y, tranquille, on a le temps, ils sont en 5e.
Ils ont compris Cayenne, la Guyane, on a le temps de voir la France, l'Europe, ça va se faire, tranquille. Et puis un jour, je traverse l'établissement scolaire et là, j'entends ce même prof qui pète un câble sur sa classe de 5e, les mêmes. Je tends l'oreille. Nul, vous êtes nuls, piroguiers, vous finirez tous piroguiers. Alors là, ça me fige parce que piroguier, piroguier pour moi, c'est le visage de ce gamin de 17 ans qui le week-end précédent nous raconte qu'il a réussi à passer un saut, un des plus dangereux du secteur, en aval du fleuve, avec une fierté incroyable. Piroguier, mais piroguier, tous ces explorateurs qui ont cartographié la Guyane, ils le disent dans leurs bouquins. J'ai lu Jules Crevaux, tout ça. Ils racontent que sans le savoir-faire en navigation des Bushinangais, jamais on n'aurait eu de carte aussi détaillée des fleuves de Guyane, quoi. Piroguier. Piroguier, c'est aussi mon ami Alfred. Alfred, c'est un djouka du Suriname. Il n'a jamais été à l'école. Et en fait, il est venu là passer plusieurs mois à Grand Senti, parce qu'il veut apprendre à fabriquer une pirogue. Et du coup, je revois son visage, comment il me raconte avec fierté comment ils ont passé plus de 10 jours en forêt pour sélectionner l'arbre qui fera la bonne pirogue, comment ils ont fait pour le couper sans endommager les arbres autour, comment ils ont fait pour le traîner jusqu'au fleuve, parce qu'il faut que le tronc il soit dans l'eau et retourné comme ça régulièrement pendant plusieurs jours, comment ils l'ont traîné jusqu'à Grand Senti. Et puis je suis allée avec lui pour voir comment on réalise une pirogue. C'est un truc de fou le truc. Les étapes de conception, d'abord vous avez le tronc, il faut donc le couper en deux. Ensuite, il va falloir l'évider. Et pour l'évider, on le fait avec du feu. Mais il faut maîtriser, hein. C'est un sacré savoir-faire. Hein. Il faut maîtriser. Et puis ensuite, il va falloir que la coque de la pirogue, c'est en une seule pièce, hein, ça soit lisse et puis que l'épaisseur soit la même partout, parce que sinon la pirogue, elle va se retourner, quoi. Enfin, c'est un sacré boulot. Et donc, il me raconte toutes les étapes, j'ai participé, j'ai vu, quoi. C'était waouh, magnifique. Puis la fierté sur son visage le jour où la pirogue, elle a pris l'eau, waouh. Ouais, magnifique, quoi. C'est vraiment un métier. En fait, Alfred, il est venu chercher un métier à Grand Senti. Alfred, il est venu chercher des compétences à Grand Senti, des qualifications. Moi, je réfléchissais à ça, quoi. Alors, le fromager, ça a été un des arbres décrits par Christophe Colomb. Parce que c'est un arbre émergent. Donc, Christophe Colomb a été très impressionné par ce magnifique arbre. Et moi, je me suis toujours demandé comment ça se passe, comment ça s'est passé pour qu'on finisse par exploiter toutes ces richesses qui venaient du Nouveau Monde. Je me dis, tous ces explorateurs, ils se sont déplacés avec une armada de naturalistes qui ont décrit, qui ont dessiné, qui ont récolté des échantillons. Et puis je me dis, que ça a dû se passer comme ça, sûrement vers 1885-86, il y avait des industriels qui avaient entendu le discours de Jules Ferry qui disait que les colonies c'était le meilleur endroit où faire des affaires. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on a en Amazonie comme affaire à faire. Ils ont dû réouvrir les herbiers et puis trouver la description du fromager. Ils se sont dit, waouh, un arbre qui peut mesurer jusqu'à 50 mètres de haut, on va faire des trucs là-dedans. Du coup, on en a fait les tiges des allumettes. On en a fait aussi du bois du fromager, des cagettes, du contreplaqué. Puis j'imagine aussi, quand ils sont tombés sur ces fibres végétales blanches dont je vous parlais, waouh, ça fait 3 siècles que c'est là et c'est toujours en bon état. Ben ouais, parce que ces fibres, en fait, elles sont imputrescibles et imperméables. Et du coup, on en a fait quoi de ces fibres? On en a fait de la bourre pour les matelas, pour les duvets, les édredons. Et on en a même fait des rembourrages pour les gilets de sauvetage. Sauf que ce qu'on n'a pas calculé, c'est que c'est imperméable, c'est imputrescible et c'est hyper inflammable. Et en fait, il y a un paquebot qui s'appelait le Normandie, qui a pris feu en 1960. Et donc les passagers ont mis leur gilet de sauvetage au Red Capoc. Ils ont fini en torche humaine. Donc du coup, on a arrêté d'en mettre dans les gilets de sauvetage. Mais
J'ai fait des recherches là récemment pour cette conférence. On utilise toujours le kapok. C'est une fibre qui est valorisée parce que, on appelle ça le kapok, qui est valorisée parce que elle est 100% naturelle, c'est renouvelable, etc. Et on en fait des coussins de méditation. On en fait aussi des oreillers, puisque c'est imputrescible et ça résiste à l'humidité, il n'y a pas d'acarien dedans. Et moi je me dis, j'espère que sur les oreillers, il y a en gros ne pas fumer au lit, quoi. En plus, c'est marrant parce que les Amérindiens, ils expliquent un truc. Ne surtout pas, mais les Amérindiens, ils le disent. Surtout, faut pas dormir sur des fibres de kapok. Vous allez faire que des cauchemars. Ouais, ben moi l'histoire du piroguer, là, de la pirogue, ça a fait comme un électrochoc et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on fait avec mes collègues depuis le début de l'année, en étant persuadés d'agir pour le bien de ces enfants, en étant persuadés, sans même s'en rendre compte, qu'est-ce qu'on fait en les persuadant que pour réussir, il faut aller chercher des compétences sur le littoral et que pour ça, il faut parler français, connaître l'histoire de la France, la géographie de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on fait sinon que reproduire les rapports de domination? Les rapports de domination, ils ont été étudiés. Il y a Frantz Fanon, par exemple, qui a étudié l'histoire des opprimés et il a vécu lui-même la colonisation linguistique et culturelle de la France quand il était enfant à l'école en Martinique. Et Frantz Fanon, il nous explique que ces rapports de domination, ils ne sont possibles que parce qu'il y a tout un système d'éducation. Un système d'éducation qui finit par convaincre et les dominants et les dominés que les inégalités, les injustices et les privilèges sont naturels et légitimes. Qu'est-ce qu'elle fait, l'éducation nationale, sinon qu'éduquer? Il y a des écoles primaires à Grand-Santi depuis 1970. Le collège a fêté ses 10 ans quand j'y étais en 2017. Donc ça veut dire qu'en une cinquantaine d'années, l'école, elle a réussi à convaincre les élèves, les parents d'élèves et toute la société de Grand-Santi, puisque l'école est obligatoire, que pour réussir dans la vie, il faut parler une langue qui n'est pas la vôtre, avoir des connaissances sur le monde qui ne sont pas les vôtres, et avoir des compétences que vous n'avez pas. Voilà. Super. Ouais. En plus, ces rapports de domination, il y a aussi un sociologue qui s'appelle Saïd Bouamama, qui les a étudiés et qui explique que quand une société est basée sur des rapports sociaux qui sont l'injustice, les inégalités et les privilèges, il y a un réflexe dans la société des dominés, dans la population des dominés, qui va être un réflexe de hiérarchisation. Pas normal, je préfère avoir des privilèges plutôt qu'être celui qui subit des injustices, quoi. Et là, ça me fait penser à une autre mission que m'a donnée l'éducation nationale quand j'étais à Grand-Santi. Il fallait que j'élabore un parcours excellence. C'est-à-dire qu'il fallait que je repère parmi les élèves de 3e celles et ceux dont le niveau de français serait suffisant pour pouvoir suivre des études sur le littoral dans le secondaire. Alors, moi, sur 120 élèves, j'en ai trouvé 5. Et en discutant avec eux, en fait, ils savaient lire, écrire. En français, ils avaient un lexique suffisant, parce que c'est grâce au fait qu'ils étudiaient les textes religieux au catéchisme depuis qu'ils étaient petits, en fait. Et ils avaient tous des super rêves, ces enfants. Ils voulaient être astronautes, avocats. Ils avaient des jolis rêves. Et en fait, moi, je devais les aider à récupérer le niveau du littoral, parce que, évidemment, à Grand-Santi, en fin de 3e, moi, quand j'y étais, plus de la moitié des enfants, des élèves, sortaient du collège en situation d'illettrisme, en fait. Donc, il fallait que je leur donne des moyens de rattraper le niveau des élèves du littoral. Moi, je me dis que ces élèves qui vont réussir formeront les petites élites qui, malgré elles, et sans le savoir, reproduiront ces systèmes de domination dans la société. Alors, la formation des élites,
le fait de jouer comme ça sur ce réflexe de hiérarchisation chez les dominés, c'est vraiment les stratégies sur lesquelles tous les empires coloniaux ont reposé pour asseoir leur domination. Il y a ce bouquin qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle « Décolonisation avec un S », Histoire située d'Afrique et d'Asie. On voit comment tous les empires coloniaux ont joué sur ce que je viens de vous dire, et puis sur l'instrumentalisation des divisions, pour mettre en place ce qu'on appelle le diviser pour mieux régner. Et alors la France, elle s'illustre super bien aux Comores, en Indochine, c'est vraiment très très instructif. Voilà, vous avez donc ici la bibliographie pour les références. Je crois que j'ai la réponse à la question qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas à faire peuple? Mais parce que ces stratégies, elles sont toujours en œuvre en Guyane. Évidemment, c'est facile d'instrumentaliser les divisions quand vous avez une société qui est composée d'une population multiculturelle, multiethnique, multilinguistique. Ça va être super facile d'instrumentaliser tout ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en situation de fracture coloniale, c'est hyper difficile de dénoncer les instrumentalisations des divisions. Je vais boire un. Ça va, je suis allée toujours. Ouais. Il y a une toilette. Alors, la société guyanaise, elle est composée de 51% de personnes issues de l'immigration économique ou politique. Alors, ces personnes issues de l'immigration sont des communautés, je vais vous les donner par ordre d'importance. On a donc des personnes qui viennent de Haïti, du Brésil, du Suriname, du Guyana, de République dominicaine, de Chine, du Liban, de divers pays d'Amérique du Sud, de divers pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest. On a des Libanais aussi et des Mongs, 51% de la population. Ensuite, il y a 10% de la population qui est composée de Français de métropole, des métros. C'est un exemplaire ici. Et enfin, nous avons 39% de la population qui est composée d'une population qu'on pourrait dire guyanaise légitime. La population guyanaise légitime est composée de 6 peuples amérindiens, 3% de la population, 6 peuples bushinangués, 6% de la population, et enfin 30% d'Antillo-Guyanais qu'on appelle les créoles. Et bien la manière dont je viens de vous décrire la société guyanaise par son entrée de la population, je viens de poser les bases nécessaires à instrumentaliser des divisions. Alors, le premier truc à faire, j'ai pris les recettes là-dedans, si vous voulez diviser pour mieux régner, pensez à étiqueter chaque personne de la population afin qu'elle se reconnaisse dans une communauté et pas dans une société. C'est le premier truc à faire. Ensuite, utilisez un lexique comme issu de l'immigration, on connaît bien ça ici en métropole aussi, issu de l'immigration, légitime, enfin bon, bref. Donc on voit, c'est assez facile d'instrumentaliser des divisions. Mais en situation de fracture coloniale, c'est super difficile de le dénoncer. Parce que la fracture coloniale, elle fait quoi? En fait, la fracture coloniale, elle va séparer très très nettement la métropole de son département d'outre-mer. Et les valeurs de la métropole, valeurs éthiques, culturelles, linguistiques, économiques, vont être portées au sommet de la hiérarchie de toutes les valeurs. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? La fracture coloniale, c'est quoi? C'est que la métropole exerce une domination sur son département d'outre-mer, ici sur la Guyane. Et qu'est-ce qui se passe quand une population subit une domination? Et il y a une hiérarchisation des dominés qui se met en place. Et du coup, pour dénoncer cette domination, ceux qui vont pouvoir la dénoncer, ça va être qui? Ça va être ceux qu'on entend le plus, qui sont le plus représentés, qui ont le plus de privilèges. Donc l'effet pervers de tout ça, en fait, c'est que pour dénoncer cette domination, on va avoir une tendance à homogénéiser toute la population guyanaise pour la réduire à la figure unique de ceux, alors je vais vous faire, de ceux qu'on entend le plus. Je vais vous en faire le portrait robot. C'est un homme, il a environ 50 ans, il est antillo-guyanais, il parle créole, mais il parle très bien français puisqu'il est diplômé. Il habite sur le littoral, il a une situation économique plutôt aisée et il occupe des fonctions de cadre dans les administrations, on le retrouve en politique et on le retrouve dans les médias.
Et puis comme on est en situation de fracture coloniale, on va faire pareil avec les métros. On va homogénéiser toute la population de métro jusqu'à la réduire à la figure unique de ceux qui exercent cette domination. Moi, je vais vous en faire le portrait robot. Hein. C'est un homme, il a 50 ans, il est blanc, il est diplômé, il a une situation économique très confortable, il habite sur le littoral et il occupe des fonctions de hauts fonctionnaires. On va trouver des préfets, directeurs d'hôpitaux, directeurs de parcs nationaux, bref, tous ces métros qui passent 3 à 5 ans en Guyane et après ils vont finir leur carrière ailleurs. Voilà, l'effet pervers de ça en fait c'est quoi? C'est qu'en homogénéisant cette population, on invisibilise toutes les autres formes de domination sur le territoire, et ce qui fait qu'on ne peut pas faire converger les luttes. Je pense aux dominations sexistes, racistes, économiques et sociales. On ne peut pas faire converger les luttes, et en plus, comme on est en situation de fracture coloniale, eh bien c'est hyper facile de diviser pour mieux régner. Il y a deux clans, c'est bien net. Voilà, ça c'est la situation de la Guyane. Et là, je vais regarder mes notes parce que j'ai un petit trou de ce que je dois faire après. Alors, ça va, vous me suivez toujours? Oui. Bon. Ok. Donc, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, peut-être ça serait intéressant de savoir à qui ça profite se diviser pour mieux régner. Je vais essayer de répondre à cette question dans la deuxième partie de cette conférence. Mais d'abord, il va falloir quitter Grand Sentier. Alors, moi, à la fin de l'année scolaire, en qualité de référent réussite, on m'a demandé de faire le bilan de mon activité. Bah écoutez, référent réussite égale échec. Voilà. Est-ce que vous souhaitez renouveler votre contrat? Non. Non, merci, non. Donc du coup, j'ai quitté Grand Sentier et je suis partie travailler à Cayenne, dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Et là, j'ai rencontré tous ces invisibles de la société guyanaise. Voilà, c'est tous ceux qui subissent des dominations sexistes, racistes, économiques et sociales. Et puis, voilà, puis j'ai quitté Grand Sentier, mais c'est pas parce que j'ai quitté Grand Sentier que je ne prends pas régulièrement des nouvelles du fleuve. Et puis, je pense même que j'ai laissé un petit bout de mon âme à Grand Sentier quand même. Alors, les nouvelles du fleuve, je vais vous en donner. Les nouvelles du fleuve Maroni, et elles sont pagaies. Là, il y a un jeu de mots. Elles sont vraiment tristes, en fait, les nouvelles du fleuve Maroni. Donc, je vais aller vous les donner depuis sous le fromager. Lundi 19 décembre 2022, article de Guyane Première. Le fleuve Maroni se meurt. C'est le constat que font les scientifiques, une dégradation catastrophique de la biodiversité du fleuve de frontière. C'est une des nombreuses conséquences de l'orpaillage. Plus de 3000 km de rivières rejoignant le Maroni ont d'ores et déjà été totalement et durablement détruits. 19 mai 2023. Naufrage d'une pirogue chargée de cyanure dans le lac de Brokopondo, au Suriname. Les taux de contamination sont 1600 fois supérieurs aux normes internationales de sécurité. Le cyanure risque de se propager en Guyane par le fleuve Maroni. Ça, c'était en 2023, enfin en mai 2023, donc c'est fait. Le cyanure s'est propagé dans le fleuve Maroni. Le cyanure provoque l'asphyxie de tous les organismes vivants, ce qui touche toute la chaîne alimentaire. 30 septembre 2023, c'est le dernier vol d'Air Guyane qui assurait la continuité territoriale pour cause de liquidation judiciaire. Des solutions d'urgence pour ravitailler et évacuer les populations sont en cours. Février 2024. Pénurie d'eau potable dans les villages du Haut-Maroni depuis plusieurs mois. Dû à la sécheresse et à l'épuisement des nappes phréatiques, le chef du village et conseiller municipal dénonce une rupture des services publics et sollicite une intervention immédiate et la mise à disposition d'eau en bouteille. Alors, toutes ces populations qui vivent le long du Maroni, en fait, elles vivent
Enfin, ces sociétés humaines, en fait, elles reposent sur un système économique. Elles reposent sur un système économique qui s'appelle l'économie de la nature. Alors, ce concept, en fait, il a été sorti des oubliettes par un philosophe qui s'appelle Alain Desno, qui a fait des recherches sur le mot économie, et qui nous explique qu'à partir de 1866, ce concept d'économie de la nature a complètement disparu du vocabulaire. Et il nous explique qu'en fait, ce mot économie a été accaparé par un autre système économique. Alors, c'est un système économique qui est très puissant, qui se diffuse partout. Ça commence par un C, ça a 11 lettres, je pense que ça vous dit un truc. Le capitalisme. Voilà. Le capitalisme a récupéré, s'est approprié ce mot économie, et nous a recraché à la place un nouveau concept à partir de 1866 qui s'appelle l'écologie. Voilà. Donc je disais, ces sociétés du Maroni, ces sociétés humaines, reposent sur un système économique qui s'appelle l'économie de la nature. Et je me dis que si on a envie de changer le monde, eh ben, il est important de récupérer tous ces concepts qu'on nous a pris pour pouvoir penser le monde autrement. Donc je vous invite à réutiliser cette notion, ce concept d'économie de la nature. Et ça signifie quoi, l'économie de la nature? C'est le fait, en fait, d'entretenir une relation féconde avec son milieu et le vivant qui le constitue. Je me dis d'ailleurs, s'il y a un truc que j'aimerais bien que vous reteniez de cette conférence, c'est cette définition. Du coup, il y a mon côté prof qui ressort, attention. L'économie de la nature. C'est entretenir une relation féconde avec son milieu et le vivant qui le constitue. Très bien. Je vérifierai tout à l'heure. Oui, donc ces peuples qui reposent sur cette économie de la nature, pour boire, ils vont dans les nappes phréatiques, ils vont boire. Pour se nourrir, il y a les poissons, on peut pêcher dans le fleuve. Bon, moi, en 2017, déjà, dans ma fiche dans l'éducation nationale, on me disait attention, ne pas trop consommer de poissons. Bon, maintenant, il n'y en a plus. C'est réglé. Alors, bon, on peut plus se nourrir avec du poisson, mais on peut encore chasser. Donc, ce sont les populations qui vivent de la chasse. Mais vous vous doutez bien que quand les cours d'eau sont morts et pollués, les animaux aussi meurent. Donc, les populations de faune sauvage réduisent. En plus, comme il n'y a plus de poissons, elles sont surchassées. Donc, elles réduisent de plus en plus. Et puis, au bout d'un moment, elles partent très loin en forêt pour pouvoir continuer à exister, quoi. Vous me direz, ils ont des pirogues, ils ont un fleuve. Prenez une pirogue, vous la mettez sur le fleuve, puis vous allez pêcher, chasser ailleurs. Mais figurez-vous que ce système, avec un grand C, là, il a aussi réussi à foutre en l'air le climat. Ce qui fait que les saisons sèches sont de plus en plus sèches et de plus en plus longues. Donc le fleuve est de moins en moins longtemps navigable tout au long de l'année. Et puis quand c'est la saison des pluies, c'est des épisodes de pluie incroyables, intenses, ce qui fait que le fleuve déborde. Et puis il emmène avec lui là, les boues pleines de pollution qu'il va déposer sur la terre, cette terre sur laquelle on fait les abattis, c'est-à-dire l'agriculture vivrière. Donc du coup ces populations, ces sociétés humaines ne peuvent plus reposer sur leur système économique, et elles vont devenir dépendantes pour se nourrir. C'est une question de vie ou de mort de l'autre système. Il va falloir qu'elles puissent s'alimenter avec les produits qui arrivent dans les supermarchés sur le littoral, ces produits qui arrivent de France et d'Europe. Parce qu'en Guyane, on n'a pas le droit d'aller au Suriname ou au Brésil chercher de la nourriture. C'est pas l'Europe, donc on n'a pas le droit. Donc pour désenclaver ces populations, d'après vous, on va faire quoi? Des routes, bien sûr. On va faire des routes. C'est question de vie ou de mort, là. C'est plus, on ne réfléchit plus. Partout dans le monde, vous avez pu voir, pour regarder un peu, une forêt bien compacte, quand on commence à ouvrir des routes à l'intérieur, c'est fini la forêt, ça devient des bois. Voilà, ça va être l'ouverture à l'orpaillage, l'ouverture à l'urbanisation. Voilà, la mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que dans moins de 30 ans, il n'y a plus de forêt amazonienne. En plus, quand je regarde ce fromager, ça me fait penser à la prophétie des enfants de Grand Senti. Elle s'est réalisée. Donc, je vous raconte. À Grand Senti, moi j'habitais sur un terrain avec une famille Djouka. Et le matin, on partait à l'école ensemble avec les enfants. Et notre terrain, il jouxtait
Il jouxtait la piste qui menait au bourg. Donc c'était une piste de sable blanc qui longeait le fleuve. Et sur les bords du fleuve, il y avait le fromager de Grand-Santi. Alors il était beaucoup moins impressionnant que celui-là, mais il était quand même grand. Moi je trouve ça super chouette parce que le matin, quand on partait à l'école, ben, les enfants ils me racontaient plein de trucs sur le fromager. J'ai appris à dire fromager en djouka, cancanti. Et puis j'ai appris aussi que c'est un arbre sacré. C'est un arbre dans lequel il y a tous les secrets des ancêtres. Et un jour, je sais pas, les enfants sont arrivés affolés. Ils m'ont dit, non mais c'est pas possible, le maire veut faire couper le fromager. Il faut pas qu'il fasse ça. C'est terrible, c'est un arbre sacré. S'il fait ça, mais c'est la malédiction assurée pour tout le village. En effet, le maire, il a dû galérer à se retrouver des volontaires qui ont envie de maudire un village, quoi. Et pourtant, un jour, on a entendu les tronçonneuses. Donc avec les enfants, on est sortis et on est arrivé juste à temps sur le bord de la piste pour voir Cancanti tomber. Ça a fait un bruit effroyable, le sol a tremblé. Oh, ils ont coupé le fromager. Ils ont coupé le fromager. J'ai appris quelque temps après que le maire avait été chercher des volontaires à la sortie des églises le dimanche. Est-ce que vous me croyez si je vous dis j'ai vu les esprits de la forêt envoyer un message aux étoiles? Oui, vous êtes sympa. Tout le monde me croit? Non, hein, non. Décidément, la Guyane, personne ne m'en croit. Vous avez bien raison de ne pas me croire parce que c'est encore une de ces petites phrases issues de notre campagne de communication du comité du tourisme. Et d'après vous, cette petite phrase, elle vante la carte postale qui met en avant quel sous-produit Guyane. On a eu le fleuve tout à l'heure. La fusée, le spatial, tout à fait. Alors je meurs envie de vous la décrire. Hein. Donc c'est une photo avec une piste de latérite rouge bordée par une forêt amazonienne exubérante. Et le point de fuite, c'est l'horizon, où il y a des nuages. Il est à peu près 17h30 en Guyane, donc le ciel est bleu foncé. Et puis on voit partir du haut de la canopée, traverser la couche de nuages pour finir dans un point incandescent, les traces laissées par la fusée. Et là, notre touriste de métropole décrit sur la carte postale, j'ai vu les esprits de la forêt envoyer un message aux étoiles. C'est poétique. Alors, pour moi, mon analyse, elle va être un peu moins poétique, hein, vous pouvez vous en douter. En fait, c'est simplement... il s'agit de quoi? Il s'agit de la récupération, quand même, de symboles de la spiritualité des peuples amazoniens, des peuples premiers, puisque c'est en effet dans la cosmogonie, dans la façon de voir le monde des peuples amérindiens, qu'il y a des esprits dans la forêt. Et puis alors c'est fait sans complexe. Sans complexe. Je ne pense pas qu'on se permette, qu'un seul publicitaire se permette de faire la même chose avec un symbole, je ne sais pas moi, Jésus qui marche sur l'eau, ou l'ouverture de la mer Rouge. Je ne pense pas qu'on s'autoriserait. Mais les Amérindiens, on peut y aller. Bref, en plus, les esprits de la forêt, le centre spatial, ils doivent l'avoir vraiment en travers de la gorge. Parce que, tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le centre spatial français se trouve en Guyane? J'ai un indice, ça a un lien avec ma mère. L'Algérie, tout à fait. En 1962, quand les accords d'Évian ont été signés, la France a perdu l'Algérie. L'Algérie a gagné son indépendance. Et du coup, la France, elle était en train de développer deux activités de pointe en Algérie, qui étaient d'une part les essais nucléaires qu'elle faisait dans le Hogar, et d'autre part le centre spatial français qu'elle était en train de développer. Alors pour les essais nucléaires, elle s'est dit, est-ce qu'on a des possessions dans le Pacifique? Alors là, c'est encore nos petits paradis fantasmés, hein. Vous voyez, les atolls, sable blanc, cocotiers, balinés, bim, essais nucléaires. Mururoa, ok. Et pour le centre spatial, eh bien, ils se sont dit, est-ce qu'on n'aurait pas des trucs pas loin de l'équateur, comme ça irait plus vite? Ben si, la Guyane. Et c'est comme ça que le centre spatial
est devenu le centre spatial guyanais, le CSG. Alors les travaux ont démarré en 64, il a été inauguré en 68, et quand je vous disais, enfin, pour pouvoir voir le jour, ce centre spatial, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a fallu s'accaparer 700 km² de terre. Bon, il y avait des gens qui habitaient là. C'est une mauvaise idée. Des gens en plus qui vivaient en entretenant une relation avec leur milieu. Bon, enfin, c'était quand même pour le développement de la Guyane, donc on leur a demandé gentiment de dégager, on les a relogés dans une ville, la ville de Kourou. Donc on s'est accaparé 700 km² de terre. Ensuite on a déforesté sur 10 km de chaque côté du fleuve Kourou. Ensuite vous pouvez imaginer que pour construire un centre spatial et le faire fonctionner, gros besoin en énergie. La ville de Kourou a explosé. Du coup il a fallu de l'énergie pour alimenter tout ça. C'est là qu'est les esprits de la forêt. Donc on s'est dit tiens si on faisait un barrage. 371 km² de forêt ont été engloutis avec tout le vivant à l'intérieur, le vivant non humain. Et on a eu donc le barrage de Petit Saut qui permet d'alimenter, de faire décoller des fusées en fait. Voilà, alors il y a une autre question aussi que je me suis posée, c'est qu'à chaque fois que la fusée elle décolle, qu'est-ce qu'elle crache en fait? C'est quoi l'impact sur l'eau, l'air, les sols, bref, les conditions nécessaires à la vie? Eh bien on ne sait pas. C'est hyper difficile de trouver des infos. Alors j'ai quand même trouvé 2-3 trucs. Il y a de l'acide chlorhydrique, de l'alumine qui est craché à chaque décollage, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Quant à l'impact réel sur la santé des Guyanais, rien du tout. Pas normal, c'est secret défense, c'est spatial. Par contre, si vous tapez Centre spatial guyanais, vous allez voir que le CSG est une réserve de biodiversité. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors vous pouvez aller visiter la réserve du CSG. Alors pour ça il faut avoir une pièce d'identité, il faut vous inscrire sur une liste d'attente parce qu'il y a un nombre limité de visiteurs, pas déranger la faune sauvage, et vous allez pouvoir visiter donc le centre spatial guyanais avec la réserve, avec un guide, et vous aurez peut-être l'occasion de voir un animal emblématique de Guyane. C'est marrant, mais le centre spatial guyanais participe à la protection de l'environnement. Le centre spatial guyanais est une réserve de biodiversité. Là, on a exactement ce qu'on appelle un exemple de ce qu'est l'écologie coloniale. L'écologie coloniale, alors Malcolm Fertinan y consacre de nombreuses pages dans son ouvrage, ça s'appelle aussi le colonialisme vert. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est dénoncé actuellement par tous ces mouvements d'écologie décoloniale qui pointent du doigt des ONG comme WWF qui en Afrique et en Asie s'accaparent des terres sous couvert de protection de l'environnement, expulsent les populations locales qui y vivaient en entretenant une relation. Bien. Et en font des réserves que les touristes des pays riches peuvent aller visiter. Ils auront peut-être l'occasion de pouvoir observer un animal emblématique de la région. C'est marrant parce que cette écologie coloniale, ça ressemble beaucoup à l'économie coloniale. Vous avez vu le CSG, il fait les deux en même temps. On s'accapare une terre sous couvert de développement, on vire les populations et on exploite. Mais en fait, si l'écologie coloniale et l'économie coloniale se ressemblent autant, c'est qu'en fait, sont deux faces d'une même médaille. Il y a une histoire commune, parce que cette vision de l'écologie, cette vision environnementaliste, cette vision de protection de la nature qui finit par faire quoi? Par séparer les humains de leur milieu, ce qu'on appelle la fracture écologique. Cette fracture écologique, elle est née de quoi? Elle est née de l'exploitation de la terre. Elle est née des plantations coloniales, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a arraché tous ces hommes, ces femmes et ces enfants de leur terre natale d'Afrique, qu'on les a déplacés dans les îles des Caraïbes, le premier travail des esclaves, ça a été de faire quoi? Ça a été de transformer des îles recouvertes de forêts en paysages de monoculture. Ça a été de déforester la totalité des îles pour pouvoir planter des monocultures de cacao, café,
coton, canne à sucre, banane. Eh bien, les planteurs, les maîtres des habitations coloniales, ils ont eu la mauvaise surprise très très rapidement de voir leur productivité s'effondrer. Alors là, gros flip quoi. Ils sont allés voir ce qui se passait dans les champs et là, ils ont vu sur leur plantation des insectes ravageurs, des maladies qui s'en prenaient à toute leur plantation. Du coup, ils ont fait appel à des scientifiques venus de métropole qui ont étudié le problème et qui en sont arrivés à cette conclusion. En fait, si les plantations sont ravagées par des insectes, c'est la conséquence directe de la perte de la biodiversité animale, puisqu'il n'y a plus de prédateurs en fait, pour ces insectes. Et si les plantations sont ravagées par des maladies, bah, c'est la conséquence directe de la perte de biodiversité végétale, puisqu'il n'y a plus suffisamment de possibilités de dilution sur la diversité végétale. Et c'est comme ça que sont nées les premières lois de protection de la biodiversité. C'est comme ça que sont nées les premières réserves et les premiers parcs nationaux en France. Ben nous, en termes de parcs nationaux et de réserves, la Guyane, on est super bien lotis. Je peux vous dire, tout le territoire est géré sous forme de réserve de biodiversité, parc national, parc régional, parc amazonien de Guyane, ZNF, zone nationale d'intérêt faunistique et floristique, SDUC, zone d'usage collectif. Alors bien entendu, nos élus, enfin ceux qu'on entend le plus là, ils dénoncent, ils disent « Oh là là, oh, vous accaparez nos terres, merci de nous les restituer, on aimerait se développer comme bon nous semble. » Normal. Vous savez comment ça se passe quand il y a un projet de développement en Guyane? Alors, projet de développement en Guyane. Bon, déjà je vais faire une parenthèse. Je me demande si le mot développement n'aurait pas subi le même sort que le mot économie tout à l'heure. C'est qu'il aurait été accaparé par un système avec un grand C, vous voyez? Parce que le développement, c'est systématiquement la destruction d'écosystèmes pour exploiter des richesses et faire de l'argent, en fait. Alors en Guyane, nous, ça c'est quoi? Oh, ben, le développement, c'est transformons la forêt amazonienne en bois énergie. C'est transformons la forêt amazonienne en monoculture pour faire de la biomasse liquide. C'est transformons la forêt amazonienne en une immense mine à ciel ouvert pour aller chercher de l'or, du cuivre et maintenant du coltan. C'est aller fouiller les fonds marins encore où il y a du pétrole. C'est artificialiser les sols pour qu'on ait des supermarchés, des zones d'activité commerciale où on pourra avoir toutes ces enseignes qui colonialisent le monde, là, Ikea, Decathlon, Starbucks. Bon bref, c'est faire des résidences avec des bureaux vides dedans. Voilà, c'est ça, se développer. C'est marrant, mais si je demande au fromager, c'est quoi pour toi le développement? Se développer, c'est quoi? Lui, il va me dire, c'est partir de ça, c'est le processus qui fait que je pars de ça, et j'arrive à ça. Et ça repose sur un seul truc, ce processus. Entretenir une relation féconde avec mon Dieu et le vivant qu'il constitue. Ouais, mais lui, il a 480 millions d'années de plus que nous d'évolution. Donc ça se passe comment le développement en Guyane? Alors vous avez une industrie qui arrive, ça fait à peu près ça. Bonjour, nous souhaiterions développer un projet de développement sur votre territoire qui a grand besoin de se développer. Est-ce que vous pourriez nous concéder une terre? Donc la France. Oui, peut-être. Est-ce que votre projet s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique, la transition écologique? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous avons un super projet. Donnez-nous 140 hectares et on va faire la première centrale à hydrogène vert au monde. Waouh! Alors on va défricher 80 hectares. Alors un autre truc, quand vous entendez le mot défricher, en fait il faut le remplacer tout de suite par le mot déforester. Défricher, c'est de la langue de bois qui porte bien son nom. Oui, donc on va défricher 80 hectares pour mettre des panneaux solaires qui vont nous permettre de faire une énergie 100% renouvelable qui pourra donc, grâce à l'hydrogène vert, stocker l'énergie. Waouh, génial! Eh bien, je vous accorde pour 30 ans une SDUC. Faites-en bon usage. Merci. Et là, vous venez de voir qu'est-ce qui se passe. En fait, on a le colonialisme vert, la protection de l'environnement, qui
qui s'entend super bien avec, on pourrait appeler le capitalisme vert. Non? Voilà, c'est l'alliance. Et c'est fou parce que eux, ils s'entendent super bien, mais nous, en Guyane, on se déchire. On se déchire pour des raisons de protection et de développement, mais c'est la guerre. Et je peux vous en parler parce que moi, quand j'ai quitté Grande Sentier, j'étais encore plus furieuse que quand je suis partie de Bruxelles. Parce qu'il y avait le feu en Amazonie côté Brésil, parce qu'il y avait Bolsonaro, parce que j'avais vu les injustices sur le territoire en Guyane, je voyais ce qui se passait à Cayenne, et j'avais vraiment l'intuition qu'on avait une façon d'habiter le monde qui ne générait que de la destruction et des injustices, quoi. Donc changer de monde, là, j'étais super motivée. Et donc j'arrive à Cayenne et je me dis, il faut que je milite, il faut que je milite. Et je me suis rapprochée petit à petit de plein de collectifs. Alors le premier collectif que j'ai rencontré, c'est un collectif qui luttait contre l'installation d'une centrale électrique les pieds dans l'eau. La Guyane, personne ne voit. Ouais. Il me montre des vidéos, donc c'est au bord d'un fleuve. On veut mettre une centrale électrique. Okay. Et là, les membres du collectif militant me montrent des vidéos et on voit quoi? On voit des énormes bulldozers qui font tomber les arbres, tomber la mangrove. Et au milieu, on voit courir 5 volontaires, 5 bénévoles des associations de protection de la nature qui ramassent les animaux qui tombent des arbres pour les sauver, qui ramassent des paresseux. Ok. Alors là, les gens du collectif, ils me disent, bon ben on a réussi, bon ils ont déjà tout détruit, mais on a réussi à faire stopper les travaux. On les a mis en justice, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit. D'abord, il y a des animaux qui sont emblématiques de Guyane et qui sont protégés sur cette zone. Et en plus, c'est inscrit dans la loi, il est interdit de construire sur le littoral. Donc les travaux sont arrêtés. Je me dis, waouh, c'est cool, les collectifs militants, ils arrivent à faire des trucs, quoi. Alors le procès, il a eu lieu à Bordeaux. D'après vous, c'est qui a gagné? C'est EDF-pays ou c'est les militants? Voilà. C'est EDF-pays. Donc on a une centrale électrique, les pieds dans l'eau en Guyane, qui fonctionne à la biomasse liquide. Et moi, en regardant tous ces collectifs, je me disais, wow, ils ont plein de connaissances. Ils sont assez forts quand même au niveau juridique. Moi, je ne connais rien, je ne vois pas comment je peux les aider. Au niveau communication, ils sont bons aussi. Mais je me suis dit, peut-être ce qui leur manque, c'est le côté action directe, le côté désobéissance civile. Et du coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais monter le groupe local Extinction Rébellion en Guyane. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis devenue une rebelle. C'est comme ça qu'on s'appelle chez XR. Je suis devenue une rebelle. Alors bon, j'ai longtemps été un groupe local à moi toute seule. Mais bon, au bout d'un moment quand même, on a été 8. On a été 8 et puis on a donc soutenu plein de collectifs en lutte. On a décoré des ronds-points pour dénoncer l'orpaillage légal qui utilise du cyanure. Parce que ça aussi, c'est un gros scandale en Guyane. Vous n'entendez parler que de l'orpaillage illégal. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Alors certes, l'orpaillage illégal, c'est dégueulasse, c'est du mercure, c'est immonde. Mais l'orpaillage légal, par exemple, Oplata, qui est la plus grosse entreprise qui exploite de l'or en Guyane, c'est 700 km² de forêt impactée, avec du cyanure. On a dénoncé aussi la politique de Bolsonaro, on a redécoré un peu le consulat du Brésil. On a demandé aussi au président de la collectivité territoriale de Guyane de déclarer l'urgence climatique en Guyane. Il avait dit ça dans sa campagne, il avait dit qu'il le ferait, puis il ne l'a jamais fait. Donc du coup, nous, on a été lui demander de le faire. Et là, on est devenus des terroristes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Oui, on a été aussi informer les gens sur ces projets de biomasse bois. Parce que figurez-vous que vraiment on veut transformer l'Amazonie en forêt de monoculture pour alimenter nos centrales à biomasse bois. On en a plein qui fleurissent en Guyane. Et du coup, on va faire du bois énergie avec tout ça. Donc on a été informer les populations. On a fait des actions assez sympas. Et là, du coup, on est devenus des néocolons. Et puis aussi, dans les dernières actions que j'ai menées, j'ai fait une manif toute seule devant la préfecture de Cayenne pour dénoncer les violences policières. J'ai dénoncé les violences policières parce que la dernière lutte à laquelle j'ai pris part en Guyane, c'est la lutte du village Prospérité contre la centrale électrique de l'Ouest guyanais.
Alors, oui, il y a eu des violences policières, il y a eu des tirs de LBD, il y a eu un usage massif de bombes de gaz lacrymogène, il y a eu des arrestations arbitraires, il y a eu des intimidations, il y a eu des drones qui survolaient le village en permanence, il y a eu des voitures de gendarmes postées à l'entrée du village. Et en fait, c'est quoi ce combat mené par le village Prospérité? Le village Prospérité, c'est un village amérindien, peuplé par des Kali'nas. Et en fait, ils se sont vus accaparer la forêt dans laquelle ils chassaient, ils pêchaient, ils entretenaient une relation féconde avec l'environnement. Pour ce projet de centrale électrique à hydrogène vert dont je parlais tout à l'heure, on leur a retiré leur forêt pour qu'on puisse construire cette usine, cette centrale. Les Kali'nas, ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Donc du coup, ils sont allés monter une ZAD dans leur forêt pour empêcher l'avancement des travaux. Et puis là, ils ont été soutenus, enfin, il y a plein de citoyens qui ont été les soutenir. Il y a eu des collectifs aussi, il y a eu Extinction Rébellion, il y a eu la Ligue des droits de l'homme, il y a eu le GNSA, le Groupe National de Surveillance des Arbres. Thomas Braille s'est déplacé 2 fois. Voilà, il y a eu plein de monde qui sont venus les soutenir. Et on pourrait penser qu'en Guyane, quand des Amérindiens, c'est-à-dire des peuples qui appartiennent à cette population légitime de Guyane, hein, des Amérindiens, dénoncent un accaparement de terre, on pourrait penser que les élus, les maires, la CTG, tout le monde fasse corps, quoi. Au moins pour essayer de déplacer ce projet, pour qu'on leur rende leur terre. Ah ben non, c'est pas ce qui s'est passé, hein. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand je vous dis qu'on est divisé pour mieux régner en Guyane, ça marche bien, hein. Là on l'a bien vu. Tout d'un coup, cette lutte qui donc dénonçait un accaparement de terre est devenue une lutte écolo. Alors là, c'est une lutte écolo. Alors on a le préfet qui a commencé à traiter les bisounours, les militants, notamment Thomas Braille, de bisounours, parce que pleurnicher quand on voit tomber des arbres alors qu'il y a des gens qui attendent de l'électricité dans les hôpitaux en Guyane, il faut quand même revenir à la réalité. Voilà. On nous a aussi accusé, alors ça c'est les médias, ils sont venus à plein joie, de mettre la Guyane sous cloche. On empêche le développement de la Guyane, les écolos. Voilà, bon, alors comment ça s'est fini? Vous vous en doutez. Hein. On nous a envoyé la France nous a envoyé on appelle le ministre des Outre-mer, Caringo. Il est venu, le préfet a tapé sur la table. Le ministre des Outre-mer a eu ses paroles pour parler du chef du village de Prospérité. Je n'admets pas que les lois de la République ne soient pas respectées par des personnes qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Il n'y a eu que 2 élus qui se sont quand même un peu indignés face à ça, si vous savez. Bon, et puis donc le préfet a tapé du poing sur la table, et puis là les gendarmes se sont mis à protéger l'espace, se sont mis à protéger donc une industrie d'hydrogène vert, ça va être la première mondiale, on a ça en Guyane, super. Au lieu d'aller s'occuper de leur paillage illégal, les gendarmes ils sont en train de protéger une industrie. Voilà comment ça s'est fini. Ouais. Bon, moi je veux bien essayer de me mettre à la place des élus. Des fois je me dis, peut-être, on est en effet sur un territoire, une personne sur 2 vit sous le seuil de pauvreté, une personne sur 4 habite en bidonville, en Guyane, une personne sur 2 a moins de 25 ans, et n'a pas tellement d'avenir professionnel. Bon, je peux essayer d'imaginer ce que pensent les élus quand ils soutiennent ces industries et ces projets de développement. Peut-être qu'ils se disent ça va créer de l'emploi, ça va ruisseler, on finira par avoir des routes, des hôpitaux, des écoles, des logements sociaux grâce à ça. Mais bon, je me dis, ils les soutiennent par naïveté ou par intérêt. Parce que moi, je suis allée voir qui sont les entreprises qui développent tous ces projets. Alors, c'est des entreprises, elles sont toutes cotées en bourse, elles appartiennent toutes à des groupes dont les PDG font partie des familles les plus riches de France. Ben, je vois tout à fait ce qu'on développe en fait. Ouais. En plus, le pire, c'est que ces entreprises qui développent le territoire en Guyane, elles ne sont pas qu'en Guyane. Bon, j'ai été voir, alors elles sont au Mali, au Maroc, au Congo, en Bolivie, au Pérou, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. Bref, dans des pays qu'elles ont vraiment aidé à se développer. Ça fait longtemps qu'elles y sont. J'aimerais bien qu'on montre lequel de ces pays, de ces départements que je viens de citer,
a vu sa population tout d'un coup bénéficier d'avantages sociaux et économiques dus à l'aide de ces entreprises qui les aident au développement. Au contraire, en fait, ce sont des pays qui sont toujours dans la misère et où les inégalités sociales ne cessent d'augmenter. Moi, j'ai quand même envie de demander aux élus de Guyane comment on peut dénoncer le colonialisme et lui ouvrir grand les bras quand il se montre sous sa face capitaliste, en fait. Comment ils peuvent faire ça? Bref. Bon, et puis moi, j'en ai marre de toutes ces étiquettes, j'en ai vraiment marre. Vous voyez, écolo, ça ressemble à rien être écolo. Ça ressemble à rien, là. Écolo, ça veut tout et rien dire, en fait. Donc, écolo, non. C'est quoi le programme de l'écologie, en vrai? Le programme de l'écologie, moi, j'ai l'impression que c'est un peu essayer de ménager et la protection et le développement. C'est ça, l'écologie. Moi, je suis pas écolo, quoi. Je suis pas écolo. Je veux plus qu'on m'étiquette écolo, c'est fini. D'accord? C'est clair? Moi, je suis pas écolo. Surtout pas, quoi. Moi, je suis plutôt anticolonialiste et anticapitaliste. Et je peux vous dire un truc, que quand on est débarrassé de ces deux trucs, le chemin qui nous mène à un changement du monde possible s'éclaire tout d'un coup. C'est d'ailleurs ce chemin que nous invite à prendre l'écologie décoloniale. Ouais. En Amazonie, les chamans les plus respectés et les plus puissants sont ceux qui ont été enseignés par les arbres. Aux Antilles, le fromager s'appelle aussi l'arbre aux esclaves. Parce qu'en fait, pour résister aux Antilles, vu qu'il n'y avait plus de forêt pour aller se protéger et essayer d'inventer une société libre, le dernier acte de résistance à l'esclavage était de se pendre aux branches du fromager. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Afrique, le fromager, c'est un arbre tutélaire. C'est l'arbre qui protège le village. Il est dans tous les villages. Et c'est l'arbre à l'intérieur duquel il y a les esprits des morts. Donc en se pendant aux branches des fromagers aux Antilles, ils pensaient que leurs âmes arriveraient à retrouver le chemin des fromagers du village qui les a vus naître. Moi, je trouve que ce fromager, c'est un beau symbole de la société guyanaise. Et j'ai envie de vous inviter à venir faire monde avec ce fromager. Parce que je pense qu'il est grand temps d'arrêter de se demander à qui appartient la Guyane, à qui appartient le territoire, mais plutôt de se dire que nous appartenons au territoire. Nous sommes le territoire et nous allons le défendre. Je vous disais au début de cette conférence qu'il faut faire peuple, tout ça, mais c'est pas peuple qu'il faut faire, c'est monde, il faut faire monde. Et c'est génial d'avoir plein de peuples pour faire monde. Parce que nous, en Guyane, par exemple, on a des peuples qui savent vivre sur l'économie de la nature. On a des peuples qui ont vécu la guerre, on a des peuples qui ont vécu des catastrophes écologiques, et des catastrophes aussi climatiques. On a des peuples qui savent ce qui est précieux, ils savent comment le préserver. On a des peuples qui savent vivre du système B. Je me dis que si on a envie d'ébranler un petit peu le système C, eh bien on va avoir besoin de tous ces savoirs et de tous ces peuples en fait pour le faire. Alors c'est sûr que quand plusieurs peuples essaient de se mettre d'accord, on va se confronter, ça c'est sûr. Déjà le premier truc qu'il faudra qu'on confronte, ça va être cet héritage colonial. On va se confronter, ça va faire des étincelles. Et moi, je me dis que de ces étincelles, plutôt que naisse la division, l'éclatement, ça serait bien que naissent des idées sur comment on a envie de gérer notre commun. Je me dis surtout que ces étincelles, il faut qu'elles nous éclairent dans nos choix pour le développement de la Guyane. Merci. Attention, et puis en fait une conférence gesticulée, ça doit faire naître en fait l'idée, c'est ça, ça fasse naître des débats
Et par contre, je vous avoue que là, moi, j'ai plus beaucoup d'énergie pour débattre. J'ai un peu donné tous mes arguments. Donc, ce que je vous propose à la place, c'est une petite séance de gym. 10 minutes. Je m'explique. La gym, en fait, c'est quoi? C'est le groupe d'interview mutuel. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre par 3-4 et d'essayer de discuter entre vous, de voir peut-être les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il n'y a pas de pensée unique. Les points sur lesquels vous êtes d'accord, peut-être ce que vous avez envie d'éclaircir, ce que vous auriez envie de partager entre vous. Donc je vous laisse 5 minutes pour faire ça, si ça vous va. Et puis après, on reprend 5 minutes peut-être pour faire un petit retour de ce qui est sorti de vos petits débats. C'est bon? Ça, vous bossez maintenant.